Je suis Dr Palissier. Je serai avec vous sur cette capsule pour terminer donc le cours de gestion de production sur l'aspect des systèmes de planification. L'utilisation des nouvelles technologies dans la planification de la production révèle une évolution progressive des systèmes de planification depuis l'avènement du MRP. Nombreuses étapes d'intégration ont été franchies, du MRP1 jusqu'au MRP FCS. Et en plus, on parle de MRP APS. Toutes ces versions du MRP sont introduites dans les logiciels de gestion intégrée de nouvelle génération, encore appelés donc ERP. Donc nous allons voir l'évolution des systèmes à partir du MRP1 jusqu'au ERP qui donc englobe un certain nombre de logiciels. Cette figure montre bien la progression donc, du MRP, c'est-à-dire Material Requirement Planning, qui est le premier niveau donc, de la conception du système, donc qui est basé sur le calcul des besoins nets, donc qui intègre les techniques de calcul des besoins nets. Après, ce système a évolué en passant au niveau 2, en passant au FCS et jusqu'à l'APS. La méthode MRP est une méthode de planification des besoins en composants basée sur la nomenclature des produits. Bien qu'utilisée à des fins moins complexes, elle est particulièrement adaptée pour les entreprises fabriquant des produits constitués de nombreux composants. Exemple, dans l'industrie automobile, dans l'industrie d'assemblage, cette méthode répartit les différents besoins de l'entreprise en deux principales catégories. La première catégorie, c'est les besoins indépendants. Ce sont les besoins externes émis par la clientèle, c'est-à-dire représentant les commandes fermes de produits finis. Prévision des ventes estimées par le service commercial, c'est-à-dire le nombre, c'est la consommation estimée en fait. L'autre catégorie, la deuxième catégorie, c'est les besoins dépendants. Ce sont les besoins internes en matière de composants nécessaires pour la fabrication des produits finis ou références finales. Ils sont calculés sur la base de la nomenclature. Le MRP, donc Material Requirement Planning, remplit plusieurs fonctions. D'abord, c'est un outil qui utilise les données du PDP sur la base de la nomenclature de chaque produit. Il calcule d'abord les besoins bruts, la prise en compte des stocks et des encours, permet ensuite de calculer les besoins nets. Ensuite, le MRP, lorsqu'on lui associe donc des différentes gammes d'opérations, on peut calculer les charges de main-d'œuvre et moyens de production nécessaires pour satisfaire les besoins du PDP dans les délais. C'est aussi un outil de planification à long terme qui utilise donc les données commerciales, donc prévision des ventes, commandes, et les données techniques, donc gamme opératoire, poste de charge, pour simuler puis équilibrer les charges de travail et les capacités de production. C'est en somme un système d'information permettant de gérer de façon automatique les lancements d'ordres de fabrication ou de commande et de piloter la production des références finales. L'élaboration du MRP, de la conception plutôt du MRP de ce système-là, suit la procédure suivante. Il faut faire le PIC, ensuite faire le PDP, ensuite faire le calcul des besoins nets et pouvoir faire l'ordonnancement. Voici tout ce qui doit être fait pour pouvoir avoir un système appelé donc MRP. À partir des données du PDP, des fichiers, articles et nomenclatures, comme le présente sur cette figure, on va calculer les besoins en composants à acheter, donc aboutir donc à la production des ordres d'approvisionnement, ou alors le besoin à fabriquer, qui va permettre d'aboutir donc à des ordres de fabrication. Tout cela en tenant compte du disponible, c'est-à-dire du stock disponible en produits finis ou en produits semi-finis ou en composants. Et ensuite, on va positionner ces ordres dans le temps en fonction des délais, donc faire donc l'ordonnancement prévisionnel, ensuite passer au calcul aussi des charges lorsqu'il y a des trucs à fabriquer, des composants à fabriquer. La gestion des capacités vérifie donc des besoins de fabrication, vérifie que les besoins de fabrication sont réalisables et les positionne précisément dans le temps. L'ordonnancement utilise les données de stock et les données techniques, c'est-à-dire les gammes, pour élaborer un planning détaillé. On passe enfin à l'étape de lancement suivi, gestion des opérations pour réaliser les ajustements fin de dernière minute, comme le présente la figure ci-contre. Le système d'information du MRP est composé de plusieurs fichiers. Le fichier des prévisions de vente,
pour pouvoir, le fichier des prévisions de vente. Ensuite, le fichier des commandes fermes, le fichier des références qui contient la totalité des références utilisées dans le processus de fabrication d'assemblage des références finales, c'est-à-dire des commandes fermes, le fichier des stocks, le fichier du PDP et ensuite le fichier des nomenclatures. Pour optimiser la production à l'aide du MRP, le système d'information doit être mis à jour régulièrement. Et donc, les données prévisionnelles de vente doivent être transformées en commandes fermes. Ensuite, il faut mettre à jour les nomenclatures. Aucune nomenclature ne doit être laissée pour compte. Une nomenclature doit être rigoureusement mise à jour parce que les composants à calculer dépendent de la nomenclature du produit fini. Ensuite, il faut avoir une bonne tenue des stocks. Il faut mettre à jour les stocks parce qu'il ne faut pas faire de la surproduction. Quand il existe des composants en stock, il faut les prendre en compte pour ne pas fabriquer plus qu'on en a besoin. Donc, il faut pouvoir faire correctement l'inventaire et mettre à jour le niveau de stock. Ensuite, il faut pouvoir mettre à jour les gammes opératoires qui doivent être justes pour permettre d'avoir des temps opératoires qui permettent de ne pas perdre du temps dans la fabrication et avoir le délai le plus court possible pour pouvoir satisfaire la clientèle. Les données contenues dans les fiches articles doivent être justes et régulièrement ajustées en fonction de l'évolution de la demande. Il faut pouvoir aboutir donc à une stratégie de calcul des lots de commandes. Si ces données-là restent statiques, c'est-à-dire tout ce que je viens de citer là, si c'est des données qui restent statiques et qu'on ne vérifie pas leur mise à jour correctement, elles peuvent être à l'origine de stocks inutiles en cas de ralentissement de la production ou de rupture de stock en cas d'accroissement de la demande en référence finale. Les avantages sont multiples, on peut les énumérer comme suit. Préparer le programme de production avec un lissage global des charges, estimer un échéancier pour chaque actif final des quantités à fabriquer, déduire par le calcul des besoins les quantités à produire pour chaque actif, planifier les capacités à partir des propositions de lancement, en jalonnant à partir des gammes, charger les sections et lisser les charges par méthode originale, contrôler l'exécution des lancements. La finalité de cette méthode est de pouvoir établir des ordres de fabrication ou des ordres d'achat. Sachez que les deux documents qui sortent du système du MRP sont donc les ordres d'achat ou alors les ordres de fabrication pour pouvoir compléter, acheter les composants et alors fabriquer les composants qui manquent pour qu'on puisse concevoir, donc élaborer le produit final et livrer au client. Le MRP aujourd'hui est intégré à plusieurs logiciels de gestion. Il facilite les opérations de planification des besoins. C'est un outil de pointe qui nécessite donc ça demande que la personne qui va utiliser ce logiciel soit d'un certain niveau. Le MRP est un système complexe qui fonctionne mieux pour des nomenclatures stables. Bien entendu, si la nomenclature d'un produit varie à une forte variation, c'est-à-dire il y a des variétés, c'est difficile de prendre en compte dans le MRP1. Il est plus stable lorsque la nomenclature est figée et que c'est des produits qu'on connaît, qu'on duplique à chaque fois. Là, ça marche très bien. Mais quand il y a une variabilité dans la nomenclature, il va falloir qu'on reproduise pour chaque produit, pour chaque variante, une nomenclature qui lui est adaptée. Ce qui représente donc une limite donc, de ce système. Le MRP ne tient pas compte des contraintes réelles du temps et des capacités des ressources. Donc ça aussi, c'est une limite. Pour combler ces limites, le MRP1 a évolué et atteint le niveau de MRP2 pour pouvoir prendre en compte certains éléments tels que le calcul mis en œuvre dans la méthode du MRP1 qui est alors suivi d'une phase de planification des charges, puis de calcul d'un plan valorisé d'approvisionnement et des charges. Le MRP2 quitte alors. Donc ici, le MRP va prendre en compte les problèmes de production en termes financiers et il consiste alors à une solution globale de gestion de production. Alors que l'autre permettait justement simplement de calculer les besoins nets, les besoins bruts et passer aux besoins nets. Ici, on va prendre en compte la difficulté de planification de la charge, puis le calcul d'un plan valorisé d'approvisionnement et de la charge. Donc, ce qui permet donc de pouvoir toucher les aspects financiers. Donc, le MRP2
qui est au départ très apprécié, a très vite montré ses limites. Le MRP2 évalue la charge de travail pour chaque machine, mais ne tient pas compte de la capacité nominale et il ne gère pas l'ordre d'exécution des commandes par machine. Donc, il s'est avéré très limité parce que aussi, il faut pouvoir éviter les chevauchements dans la planification sur les machines et ce qui n'est pas pris en compte dans le MRP2. Pour justement corriger cet aspect de limite, le MRP2 a vu ses capacités améliorées pour combler donc les lacunes et donc a été transformé, a été amené vers le MRP FCS, notamment qui prend en compte de nombreuses contraintes réelles de machine, heures de marche, capacité de ressources de production. Un avantage qui lui procure la faculté de découvrir les ressources sous-exploitées, découvrir les ressources surchargées dont le nombre de commandes programmées entraîne le dépassement de la capacité de production, définir une meilleure séquence de traitement des commandes au niveau de chaque machine, optimiser d'une manière globale le processus de fabrication. Avec le MRP FCS, la représentation graphique de la charge de travail affectée à une ressource pour une plage horaire donnée montre une succession de commandes dans le meilleur ordre, ce qui facilite la lecture de leur séquence d'exécution. Donc, au-delà du FCS, on est passé à MRP APS qui permet de faire des simulations en intégrant des variables non contrôlables de l'environnement. Donc, le MRP APS permet justement de prendre en compte et de faire des simulations. Donc, aujourd'hui, des entreprises qui intègrent ce système, qui ont des MRP APS, peuvent simuler justement leur production sur les temps à venir pour voir comment, dans 3 mois, 4 mois, si le coronavirus persiste, perdure, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir subsister. Le MRP APS permet de fournir la meilleure solution possible pour les questions d'organisation et de planification basée sur une analyse optimale de rentabilité pour ce qui est des commandes, de la demande, de l'offre, de la capacité et de la logistique. Par exemple, en cas de pénurie, un système APS doit permettre de savoir s'il faut livrer en premier les clients les plus importants pour qu'ils soient satisfaits, indépendamment des marges bénéficiaires, ou s'il vaut mieux livrer en priorité les clients les plus rentables. Le MRP APS qui concerne juste la partie gestion de production va être intégré plus tard dans un logiciel qui permet de prendre en compte d'autres fonctions de l'entreprise. Un logiciel est appelé ERP lorsque il intègre l'ensemble des processus opérationnels d'une entreprise en intégrant plusieurs fonctions de gestion, telles que les solutions de gestion des commandes, les solutions de gestion de stock, les solutions de gestion de la paye, de la comptabilité, de la gestion du e-commerce, de la gestion du commerce B2B, B2C, dans le même système, donc sur une seule plateforme. Autrement dit, c'est pourquoi qu'on dit que le ERP, l'Enterprise Resource Planning, est la colonne vertébrale d'une entreprise. Donc, toutes les fonctions de l'entreprise sont intégrées, de telle sorte qu'on n'a même plus aujourd'hui, avec les outils de nouvelles technologies de communication, c'est-à-dire l'Internet et autres, on n'a même plus besoin, si vous avez un bon ERP, et puis vous avez donc un bon système intégré, vous n'avez pas besoin forcément d'être au bureau pour travailler. Il suffit d'avoir une connexion Internet et de pouvoir accéder à votre plateforme et vous pouvez gérer votre entreprise en dehors même du site de l'entreprise. Pour être qualifié de logiciel de gestion intégrée, de ERP, solution donc logiciel, doit couvrir au moins 2 principes fondamentaux qui sont donc les suivants. Le premier principe, construire des applications informatiques sous forme de modules indépendants, mais parfaitement compatibles sur une base de données unique et commune. Deuxième principe, l'usage d'un moteur de workflow qui permet donc de définir l'ensemble des tâches d'un processus et de gérer leur réalisation dans tous les modules du système qui en ont besoin. Donc, c'est ce que je disais. Donc, il faut que tout se parle. Il faut que tous les logiciels que vous avez dans votre entreprise puissent être intégrés à la plateforme. Il faut que la plateforme puisse communiquer avec l'ensemble des logiciels que vous avez. Donc, ça forme une plateforme commune qui permet à chacun de pouvoir, selon son niveau d'accès, de pouvoir avoir les informations qu'il a besoin pour travailler. Donc, vous voyez un peu sur cette planche comment un logiciel ERP peut intégrer plusieurs fonctions. Merci beaucoup.